Bien bonjour, aujourd'hui la thématique c'est la sécurité physique des systèmes d'information. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut arriver de mal, donc ce qu'on appelle les risques potentiels sur cette infrastructure, installation, et quelles sont, si ça arrive, les conséquences. Donc ça c'est le primordial, il faut faire cette checklist. Donc, l'objectif, c'est de diminuer les risques. Le risque zéro n'existe pas, hein, qu'il n'y a rien qui risque d'arriver. Et aussi, les conséquences, généralement, ne sont pas nulles. Et il faut diminuer les conséquences, si ça arrive, que l'impact soit moins élevé. Pour ça, il faut faire éventuellement des investissements. Et est-ce qu'on y met n'importe quel prix? C'est toute la problématique au niveau des sommes à investir. Il y a les enjeux financiers, c'est-à-dire combien ça coûte et combien, si ça arrive, entre guillemets, ça évite de perdre. Ça dépend bien sûr aussi des probabilités que ça arrive et les conséquences si ça arrive. En termes financiers, combien je perds d'argent si mon entreprise doit fermer ou ne peut pas produire un service. En termes d'image, c'est plus difficile à qualifier la notion d'image, parce que quand on a une perte d'image, combien d'argent on perd, c'est pas évident. Je prends un exemple en termes de perte d'image. On sait qu'il y a le Dieselgate, là, donc VV qui a un peu trafiqué ou menti un petit peu sur le CO2 et ont été donc punis aux États-Unis, en Europe moins. Mais par contre, en termes de dégâts d'image, qu'est-ce que ça a comme conséquence si les gens peut-être ne veulent plus acheter ce type de voiture parce que se sont floués à ce niveau-là. La même chose au niveau qualité. Si maintenant on fait un produit et le produit a une qualité moindre et donc pas celle qui est attendue, donc on risque de perdre des clients. Donc il faut regarder aussi cet impact aussi en termes de qualité. Et le plus difficile à justifier ou à calculer, c'est si c'est un impact sur des personnes. Toujours la question, ça vaut combien une mort d'une personne? Ça, c'est toute la problématique qu'on a. Typiquement, le nucléaire. Le nucléaire, probabilité d'un accident nucléaire faible, mais ça arrivait déjà plusieurs fois, des plus gros, puis aux États-Unis il y a aussi eu, mais il n'y a pas eu de conséquences, très peu, en tout cas sur le côté humain. Mais si maintenant, si on prend les deux cas, Tchernobyl et puis aussi Fukushima, quelles sont les conséquences, par exemple, que les gens n'ont plus pu retourner chez eux, donc une ville abandonnée, etc., plus encore tous ceux qui sont morts. Je pense plutôt à Tchernobyl. Et combien d'argent ça coûtait? Évidemment, c'est peut-être pas la même chose si le même accident se serait passé aux États-Unis avec toutes les indemnisations. Donc, combien il faut investir dans la sécurité par rapport les parties humaines, c'est pas évident. Et ensuite, il faut dire quels investissements permettent de couvrir quel risque ou risque financier. Il faut toujours classifier les risques, c'est-à-dire qu'il faut faire une checklist entre la probabilité que ça va arriver, dit ou non, c'est presque pas possible que ça arrive, et puis là de dire oui, la probabilité, elle est assez grande. Et si ça arrive, quelles sont les conséquences? Les conséquences peuvent être très faibles si ça arrive, ou les conséquences peuvent être plus importantes ici. Donc il faut classifier, donc lister d'abord et classifier, ça donnera les priorités à traiter. Alors si on regarde ici, en gros j'ai fait 4 grandes cases ici, et dans ces cases, laquelle on s'occupe en premier. Évidemment, il est bien clair que c'est en haut à droite, parce que s'il y a une grande probabilité que ça arrive avec des grosses conséquences, des conséquences importantes, il faut bien sûr s'occuper de cette partie-là.
Autrement, le reste, c'est quand vous avez le temps, vous pouvez vous occuper de ça, mais en priorité, c'est ces points-là qu'il faut regarder. Donc voilà un exemple de classification de risque. Alors il y a des indices de fréquence, si c'est un risque qui peut arriver une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, ou plus d'une fois par semaine, ici. Donc on a cet coefficient ou indice de fréquence. Puis si ça arrive, on a les indices de gravité. Si c'est inférieur à 12 heures, si le temps d'arrêt est inférieur à 24 heures, si le temps d'arrêt est égal à une semaine, ou si c'est plusieurs semaines. Ensuite, c'est un peu plus difficile, c'est en termes de détection. Donc une détection efficace qui permet une action préventive, c'est-à-dire avant que ça arrive, typiquement les détections d'incendie. L'incendie est déjà là, mais peut-être qu'il y a les extincteurs qui vont directement automatiques, les sprinklers qui vont éteindre ça. Il y a un risque que la détection ne soit pas efficace, il y a le moyen de détection lui-même n'est pas fiable, et il n'y a aucun moyen de détection. Dernièrement, vous avez vu, il y a un incendie qui s'est déclaré à Glacier 3000, un restaurant d'altitude qui a pris feu. Mais sur des webcams, on a vu qu'il a déjà pris feu déjà un petit moment. Personne n'a agi, personne n'a regardé ces webcams, et c'est bien plus tard que ça a été agi. Disons qu'on a agi pour essayer d'éteindre cet incendie. Donc là, on a typiquement le moyen de détection. Soit il n'y en a aucun, soit la détection n'est pas fiable, typiquement ce genre de choses. Ben là, de nouveau, il y aura une probabilité que ça arrive relativement faible. C'est arrivé. Et maintenant, quelles sont les conséquences sur l'exploitation, si les touristes peuvent plus monter, etc., etc., etc. Donc, c'est pas des choses très faciles et il faut faire ce même exercice sur des systèmes d'information. Donc, quels sont les risques sur les systèmes d'information? Alors, bien sûr qu'il existe des checklists. Vous pouvez les trouver un petit peu, mais je vais essayer de vous faire, disons, sensibiliser sur certains points. Alors, on prend le bâtiment. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème sur le bâtiment? Mais ce problème de bâtiment, qu'est-ce qu'un bâtiment pourrait subir comme préjudice? Bâtiment, on pense tout de suite, comme on l'a vu pour Glacier 3000, un incendie. Ok, mais encore autre chose, il y a le dégât d'eau. Alors c'est clair, nous ne sommes pas dans une zone où il y a des tsunamis, mais ce qui peut arriver, c'est des fois des reflux de canalisation où il y a des infiltrations. J'ai déjà, mon bureau une fois été ici, donc dans un emploi précédent. Et ensuite, quand il pleuvait, eh ben, ça s'écoulait directement, il pleuvait quasiment ici, à cet endroit-là. Il y a des infiltrations, donc il suffit d'avoir le serveur ici, on serait vraiment embêté. Autre chose qui pourrait arriver, mais probabilité faible en Suisse, c'est également les tremblements de terre. Ensuite, réflexion sur l'infrastructure informatique. Qu'est-ce qui pourrait arriver sous cette infrastructure? Et donc typiquement la serveur, on a tendance, pour diverses raisons, de tout mettre les œufs dans le même panier. Alors c'est clair, si dans ce panier il conçoit un problème, eh ben, le problème deviendra vite important. Ensuite, reste encore un troisième axe, c'est le personnel. Donc le personnel lui-même, ça peut être des hackers depuis l'extérieur, ça peut être des gens à l'intérieur qui font du dégât, soit exprès ou par inadvertance, c'est aussi possible. Donc on a ces trois grands axes de réflexion. Soit il y a des choses qui arrivent au niveau du bâtiment, soit au niveau de l'infrastructure informatique, soit au niveau lié à des personnes. Alors, sur le bâtiment, on a déjà listé ce qui pourrait arriver. Donc, inondation, incendie et tremblement de terre. La solution à ceci, on ne peut pas empêcher les tremblements de terre, les incendies, etc., etc. Donc, il faut prévoir un scénario de catastrophe. C'est-à-dire que si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, si on ne fait rien, puis on commence à improviser une fois que ça arrive, c'est un peu tard. Donc, mieux prévoir ceci. Ensuite, un point qui est aussi important, c'est la simulation
périodique du plan pour voir si ce plan y fonctionne. C'est pour ça que régulièrement, que ce soit des fois soit dans les magasins, soit dans des écoles ou des entreprises, on simule un incendie, puis on regarde comment l'évacuation est réalisée, puis s'il y a des choses qu'il faut adapter. Ça, c'est aussi un point qui est important. Aussi un exemple d'une architecture redondante ici, c'est que nous avons généralement un headquarter, le siège principal, on le fait souvent sous cette forme. On a différentes agences qui tournent autour et toute l'infrastructure est directement au headquarter. Là, de nouveau, on met les œufs un peu dans le même panier. Si le headquarter, il y a un problème, eh ben, toute l'infrastructure ou informatique devient inutilisable. Donc, il faut prévoir, en tout cas, qu'il y a une copie. Alors, on peut discuter si c'est par backup ou immédiate ou périodique, mais au moins avoir une base de données distribuée. Là, nous avons donc des liaisons, peu importe si c'est la fibre optique, quelque chose haute vitesse. Donc voilà en termes de structure ici. Donc aussi, il faut prévoir de la redondance au niveau des liaisons informatiques. C'est clair, il n'y a pas un problème du bâtiment, mais si cette liaison est coupée et on n'avait pas la liaison rouge, eh ben, l'agence ici est isolée. À voir si c'est acceptable ou pas. Donc la redondance, et le problème de la redondance, c'est que vous devez investir, au pire vous ne l'utilisez pas, et c'est seulement le jour où vous en avez besoin que vous l'utilisez. Donc vous allez payer quelque chose entre guillemets pour rien du tout, mais pour de la sécurité. Et ça, c'est les entreprises rechignent un peu là-dessus, parce que de dire oui, mais on peut payer des liaisons où il n'y a rien dessus. Alors il est aussi possible de mettre au lieu en stand-by qu'il y ait du trafic qui passe ici et ici en même temps. Et comme ça, on peut imaginer quelque chose qui fait de ce côté-là pour rejoindre et encore ceci, soit en permanence, autrement j'aimerais que les routeurs vont prendre le meilleur chemin. Mais ça, effectivement, à un certain coût, il faut analyser ceci, donc il faut le prévoir à l'avance. Le jour où ça arrive, eh ben, vous êtes trop tard, parce que commander ou mettre en place des fibres optiques dans la route, c'est trop tard. Donc, siège principal hors service, si le plan est bien fait, l'agence peut prendre le relais et qui devient le siège principal. Donc tout ça, ça doit être prévu avant, c'est clair. Généralement, les opérateurs de télécommunications, on ne sait pas trop comment c'est fait dedans, donc en gros, on le voit comme un gros nuage, c'est comme ça qu'on le dessine. Et vous pouvez demander un peu aussi dans ces systèmes de secours qu'on appelle CDR, Customer Disaster Recovery, et ben, demander une participation de dire est-ce que vous avez des possibilités. Donc, le principe du CDR, bien sûr que c'est convenu avec l'opérateur. En temps normal, ces liaisons dans son nuage sont établies sous cette façon. Le plan de secours chez l'opérateur est déjà prêt, il suffit de trouver un moyen pour l'avertir et très rapidement, avec les systèmes actuels, on peut passer un système de ce style. Donc il faut prendre contact avec l'opérateur pour dire est-ce qu'il a des solutions CDR. Donc au lieu de trouver vous des solutions, eh ben, vous pouvez vous trouver en complément avec les possibilités qui existent au niveau d'un opérateur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la partie 1. Il y a encore une deuxième partie dans 15 jours. Autrement, likez, commentez et abonnez-vous.